Question, je parlais de secousses sismiques tout à l'heure, mais là, c'est carrément un raz-de-marée. Ah oui, si je fais une petite revue de presse, je vois le Figaro, le tsunami bleu déferle sur Hollande, Libération, la punition, aujourd'hui condamné à changer, et Toulouse et la dépêche, Toulouse, Moudenc revient au Capitole. Il y avait en fait trois questions au lendemain du premier tour. La première question, c'était va-t-on assister à une déferlante bleue? Réponse, oui. C'est une déferlante bleue, comme on en a connu en 2001, comme on en a connu en 1983. Il y a comme ça les premières élections à mi-mandat, même pas à mi-mandat, au tiers du mandat, donnent souvent des résultats réactifs. Et donc là, c'est dans l'histoire des municipales en France, un échec cuisant pour le parti au pouvoir et pour le président de la République. Alors, deuxième question. Une subite mobilisation à gauche pouvait-elle éviter au PS cette défaite cuisante? Cette mobilisation a eu lieu en partie, très modérée, largement insuffisante, et donc elle n'a pas évité au Parti socialiste une défaite cuisante. Troisième question, à laquelle on peut répondre ce matin également, le FN allait-il engranger les succès annoncés qui lui permettront d'entonner l'ère d'une tripolarisation de la vie politique française? À mon avis, oui, il y a des villes quand même qui ont été prises, et des villes comme Béziers, qui eût imaginé que la ville de Jean Moulin passe un jour au Front National. On est un peu cul par-dessus tête, et j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle recomposition du paysage politique français. Alors on va s'arrêter d'abord sur notre capitale régionale, sur Toulouse, où Jean-Luc Moudenc l'a emporté. On disait ça pourra être ric-rac, et là non, c'est une victoire signifiante, 52%, un peu plus d'ailleurs, de 52% des suffrages. Oui, manifestement c'est un écart beaucoup plus important que celui de 2008, qui avait vu l'échec de Jean-Luc Moudenc à 1200 voix. Et ce qui est intéressant, c'est de s'interroger sur les raisons de cette victoire. Les raisons de cette victoire, c'est d'abord le climat national, le climat anti-Hollande, très, très violent, et le fait que vous n'avez pas chez un citoyen une dichotomie entre le citoyen téléspectateur du national et le citoyen électeur du local. Il y a à chaque fois une intrication complète, et là, si les enjeux locaux ont un peu moins pesé, et s'il y a eu plutôt de l'enjeu national dans le vote, c'est qu'il y avait la volonté de sanctionner, ou par l'abstention, ou par le vote FN, ou par le vote, comme à Toulouse, sur Jean-Luc Moudenc. Quelles sont les raisons de son succès? C'est également le fait qu'il a manifesté une volonté minérale dans une sorte de militantisme du quotidien depuis 2008. Il s'est installé dans l'image de l'opinion publique toulousaine comme le maire de 2004 à 2008, donc ça l'installait dans une sorte de présent éternel sans qu'il ait besoin de s'appeler candidat rentrant ou ancien maire sortant. Et puis il y a eu cette communication dans laquelle il a fait beaucoup de progrès, alors que Pierre Cohen restait sur une communication timide, faiblarde et insuffisante pour renverser la donne. Vous pensez que Pierre Cohen a fait une très mauvaise campagne? Je pense qu'il n'a pas fait une campagne de communication minimale lui permettant de toucher à l'affect et à l'émotion de l'électeur, mais qu'il a fait une campagne sur le local qui sentait trop le militantisme socialiste. Alors, cette victoire de Jean-Luc Moudenc au Capitole n'est pas sans conséquences, puisque on a vu que sur la couronne toulousaine, des villes avaient basculé aussi à droite. Hein. Des villes ont basculé à droite, et ça donne à la fois pour Toulouse et pour la région de nouvelles destinées. Je m'explique. D'abord, la métropole, Jean-Luc Moudenc va en prendre la présidence, et cette métropole, elle est déterminante pour toutes les communes de Toulouse et de toutes les communes du premier cercle et du deuxième cercle, parce que c'est là que se prendront les grandes décisions. Et on peut se demander d'ailleurs si à moyen terme la métropole ne va pas avaler le département, comme ce qui s'est passé à Lyon. À Lyon, le Conseil général a laissé ses compétences et son action gérée par le Grand Lyon sur son périmètre urbain. C'est ce qui risque de se passer à Toulouse. Des projets comme la rocade, la nouvelle rocade ou le métro
exigeront l'accord de tous. Bien sûr. Et en même temps, je crois qu'il y aura des conséquences sur les prochaines élections régionales et les prochaines élections départementales. Vous trouvez que Malvy, de même que Pierre Izard, vont ressortir nécessairement affaiblis? À mon avis, c'est cette victoire de Moudinque, cet effet Moudinque sonne le glas de l'ère Malvy et de l'ère Izard. Pour une bonne raison, c'est que c'est bien joli de limiter les mandats, de voter une loi de limitation des mandats à un moment donné du temps. Mais je crois que ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est limiter les mandats dans le temps. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas exercer le même mandat pendant 25 ou 30 ans ou 40 ans, ce qui est le cas de Malvy et d'Izard. Et de toute façon, si ce que la loi ne fera pas, l'opinion publique le fera. Et j'ai la conviction que les régionales seront très serrées et que la droite peut l'emporter. Et que de même qu'il y a eu à une époque un effet Baudis, il y aura un effet Moudinque de par l'événement que constitue la prise de la mairie de Toulouse par Jean-Luc Moudinque. Alors on va précisément, Stéphane, revenir sur les résultats du département de la Haute-Garonne avec Guillaume qui les a recensés pour nous. Et on commence d'abord, Guillaume, par la ville de Colomiers. Alors effectivement, la ville de Colomiers reste à gauche avec Karine Traval-Michelet, PS, PRG, PC, qui obtient 40,62% des voix, une avance de 198 voix seulement, face à l'Europe Écologie Les Verts, Patrick Gimena, qui avait fusionné avec le Front de Gauche. Blagnac qui reste à gauche. En effet, puisque Bernard Keller, PRG, a gagné avec 51,57% des suffrages. Il a eu chaud, mais il a su rallier sur son nom, donc pas mal de voix. Cugnot avec là aussi du changement. Oui, Alain Chaléon, UDI Modem, remporte la mairie et il s'était allié avec l'ancien maire Michel Aujoula. Ils totalisent à eux deux 60,75% des votes. Plaisance du Touche. Alors l'élection à Plaisance est très serrée puisque Louis Escoula gagne, donc le PS PRG PC remporte la mairie avec 230 voix d'avance seulement contre le candidat Europe Écologie Les Verts Société Civile Pascal Barbier. On passe à Fonsorbe. À Fonsorbe, Françoise Siméon d'Hiver Gauche remporte la mairie avec 39% des votes. À Muret, pas de changement. À Muret, pas de changement. En effet, André Mandement PS est réélu avec plus de 52% des suffrages. Mais le changement, c'est du côté de Saint-Gaudens, dans le Comminges. En effet, Jean-Yves Duclos à Saint-Gaudens, sans étiquette, prend la mairie au PS avec 61,76% des votes. Nous passons à l'Union. À l'Union, Marc Perret remporte avec 44% des suffrages et fait basculer ainsi la ville à gauche. Le maire sortant d'Hiver Droite était en place depuis 7 mandats. Voilà, c'est une des rares villes qui passe à gauche avec Lourdes. Ça montre bien le raisonnement que je tenais tout à l'heure. Trop de mandats tue le mandat et tue le sortant. Le localisme a ses limites. Oui, absolument. C'est important de le souligner. On repasse à Ramonville-Sainte-Anne qui reste à gauche. Voilà, c'est donc l'ancienne ville de Pierre Cohen, quand même, il faut le souligner. Elle ne vire pas de bord et l'Europe Écologie Les Verts obtient 25% des voix à Ramonville. En revanche, à Haute-Rive, on repasse à droite. Voilà, c'est le retour de Jean-Pierre Bastiani d'Hiver Droite à Haute-Rive. L'éternel retour, Bastiani. Oui, Bastiani, c'est le retour, l'éternel, voilà. Et puis Castanet-Tolosan, Guillaume. Alors à Arnaud Lafont, donc le Modem gagne à nouveau la mairie avec une très courte avance de 78 voix seulement. Ce fut très serré donc hier soir à Castanet-Tolosan. Nous passons dans le département de l'Aveyron, à Rodez. Pas de surprise, Guillaume. En effet, puisque Rodez reste à gauche avec Christian Tessèdre, qui conserve la mairie avec 48,5% des voix. Donc Yves Sancy, l'UMP-UDI, n'aura pas réussi à le battre. La grosse surprise, c'est la ville de Decazeville. En effet, puisque François Marty d'Hiver Droite arrive en tête avec 60,92% des suffrages à Decazeville. Decazeville qui votait toujours à gauche. Millot revient à droite. Voilà, après un mandat seulement à gauche, Millot revient à droite. Christophe Saint-Pierre, UMP, remporte la mairie avec 36,61% des suffrages. Un petit coup à Saint-Afrique. Saint-Afrique, donc la ville du sénateur et ancien conseiller régional Alain Fauconnier. Il conserve la mairie avec 49,63% des voix. Et puis nous faisons une petite incursion dans le département de l'Ariège, Guillaume. Alors sans surprise en Ariège, André Trigano, le maire sortant de Pamiers, est réélu bien sûr avec 46,59% des voix. À remarquer que le FN obtient 2 élus à la mairie. Toujours jeune André Trigano. Oui, toujours jeune André Trigano. Et lui aussi c'est toujours l'éternel printemps offert par Trigano, donc du côté de Pamiers. On passe à Saint-Giron. Alors Saint-Giron, le PS François Murillo est réélu sans surprise non plus.
Merci Guillaume pour ces résultats. Vous allez revenir dans quelques instants pour commenter les résultats d'autres départements de Midi-Pyrénées. On ira notamment dans le Gers, dans le Tarn-et-Garonne, dans le Tarn. Alors, vous avez suivi comme moi ces résultats pour la Haute-Garonne, à Saint-Gonens-le-Comminges, qui bascule entre les mains de Jean-Yves Duclos. Oui, on constate... On constate quelque chose d'assez pondéré. Il y a des bascules d'un côté, il y a des maintiens de l'autre, mais d'une manière générale, quand on regarde commune par commune, il y a quand même un recul manifeste de la gauche et qui aura des conséquences après les européennes sur les régionales et sur les cantonales, dont on se demande d'ailleurs si elles auront lieu au bon moment, étant donné le fait que le découpage électoral nouveau est sérieusement contesté dans nombre de départements. Oui, ça c'est une question qu'il faut se poser. Alors, on va faire un peu de politique. François Hollande a été malmené, sérieusement malmené, vote sanction. Tous les observateurs politiques s'accordent à le dire ce matin. Que peut-il faire aujourd'hui réellement, Stéphane ? Alors, j'ai regardé pour vous, Jean-Pierre, et pour nos auditrices et nos auditeurs, ce qui s'était passé en 1983, où il y avait eu un tsunami à peu près de la même ampleur. Et François Mitterrand avait attendu 10 jours pour décider quelque chose qui avait surpris à l'époque. Tout le monde donnait Pierre Mauroy partant et démissionnaire. Mauroy a effectivement remis sa démission à François Mitterrand. François Mitterrand l'a renommé immédiatement et on a eu droit à un gouvernement Mauroy II resserré. Et je me demande si l'histoire ne va pas un peu bégayer, si François Hollande ne va refuser de céder à la pression des urnes, il va attendre un petit peu et va renommer Ayrault avec un gouvernement resserré. En effet, Laurent Fabius a été Premier ministre déjà il y a 30 ans et n'apparaît pas comme l'idéal complémentaire de François Hollande, d'autant plus qu'ils n'ont pas une passion ample ni formidable l'un pour l'autre. Valls a les faveurs des sondeurs et des sondages et des électeurs sondés, mais à ce moment-là s'installerait à l'Élysée une sorte de cohabitation à l'intérieur même du Parti socialiste. Hollande n'a peut-être pas besoin de ça immédiatement. Donc je crois personnellement, mais je peux me tromper, qu'on aura une nomination à nouveau de Ayrault, mais qui risque de mal passer avec un gouvernement resserré. Oui, justement, quand on lit la presse, on parle de changement. Même le Nouvel Observateur disait changer tout, ce qui veut dire que Jean-Marc Ayrault incarne quand même la politique de François Hollande depuis 2 ans. La logique d'une lecture immédiate des résultats dans la France entière doit conduire à ce que Jean-Marc Ayrault remette sa démission au président de la République. Ça me paraîtrait un acte politique normal. J'ai entendu le message des urnes, je remets ma démission. Des aveux. C'est moi qui suis en cause. Mais véritablement, Ayrault a appliqué la politique voulue par le président de la République. Nous sommes en monarchie républicaine. C'est donc à François Hollande à prendre ses responsabilités et à traduire dans le nom d'un nouvel homme le changement voulu par les Français et le mécontentement et le vote sanction émis par les Français, à la fois par la défaite de la gauche et à la fois par le vote FN et à la fois par l'abstention. Et donc, dans ce cadre-là, ça me paraît très logique qu'il y ait soit quelqu'un qui sorte du chapeau... à qui pensez-vous ? Par exemple, à Pascal Lamy, l'ancien directeur de l'Organisation mondiale du commerce, mais il manque de notoriété. Je ne pense pas à Ségolène Royal, contrairement à ce que vos yeux pourraient laisser penser. Non, je ne sais pas, ça pourrait faire un nouveau couple. Je pense que quand je vois Valls, qui est à 36% des Français aimeraient l'avoir comme Premier ministre, je pense qu'il serait tenté par Valls sous la pression. Mais que ce n'est pas son choix à lui et que, vous savez, on a déjà eu Mitterrand-Rocard, on se souvient comment c'est terminé. Si on a Valls-Hollande, ça se terminera pas automatiquement bien pour l'un des deux. Alors donc, il faut aussi avoir dans la tête de mire, dans la ligne de mire, pardon, l'élection européenne, c'est dans quelques semaines et on peut penser que dans ce tsunami, vous avez tout à fait raison. Est-ce que ça vaut le coup de changer un Premier ministre? Les élections européennes, c'est au mois de juin. À 3 mois d'une élection européenne dont on dit
que le PS va terminer troisième. Il y aurait l'EFL, l'UMP et le PS. Parce que, curieusement et très paradoxalement, c'est le parti le moins européen, le plus anti-européen, qui risque de terminer en tête avec cette proportionnelle par six grandes régions. Donc, quitte à carboniser, entre guillemets, Jean-Marc Ayrault, autant le renommer avec un gouvernement resserré et changer véritablement la donne, soit par une dissolution, soit par la nomination de Valls à ce moment-là, après le mois de juin. Mais après le mois de juin, il y a les vacances et on peut peut-être attendre la rentrée. N'oubliez pas que la grande stratégie de François Hollande depuis le début, et depuis qu'il est candidat aux primaires, c'est le dos rond. Il n'est pas de problème que l'absence de solution ne contribue à régler. C'est le petit percueil qui parle, c'est François Hollande qui l'applique. Oui, sauf à dire que quand même ça rue dans les brancards et que au sein, alors dans la rue... Tout à fait, vous avez raison. Au Parti Socialiste, tout le monde rend Hollande responsable de cette débâcle. A raison, à juste raison. Et avant, il était à 20% d'opinion favorable. Et dans les 80% de défavorables, il y avait bien sûr des socialistes. Donc non seulement il a à régler des problèmes très compliqués, à s'adapter et à respecter les consignes et les contraintes européennes, mais maintenant il a ses propres amis contre lui. Ce qui pose un problème d'ailleurs à moyen terme, c'est s'il veut se représenter un jour à la présidence de la République, il devra à nouveau passer par des primaires. Et est-ce qu'il sera élu aux primaires alors qu'il y a une vague socialiste contre anti-Hollande? Ça, c'était vraiment un nouveau problème. Et il ne peut s'en sortir à ce moment-là que par une dissolution qui aurait lieu auparavant. On va continuer à explorer donc les chiffres dans les départements de Midi-Pyrénées, les résultats de ce second tour de scrutin, et on va s'intéresser d'abord au département du Gers. Où en est-on, Guillaume, dans ce département qui vote traditionnellement à gauche? Alors dans le Gers, peu de choses à dire. Il faut remarquer que le taux de participation du Gers était hier de plus de 75%, c'est quand même notable. L'île Jourdain reste à gauche avec Francis Hydrac qui emporte 53,69% des suffrages. Remarquons aussi qu'il n'y a eu de second tour dans le Gers que pour 2 communes de plus de 1000 habitants et 31 communes de moins de 1000 habitants. Des villes qui ont basculé à gauche, je pense à Vic, Fezensac dès dimanche, à Riscle également. Nous passons au département du Lot à présent. Ce qui est important par rapport aux élections cantonales et au redécoupage des cantons dans le Gers, qui notamment ajoute Aignan au canton du Risque et où Christophe Thérin l'a emporté. Il pourrait être un candidat aux élections départementales, aux élections cantonales. C'est important de le souligner. Nous passons au département du Lot, Guillaume. Dans le Lot, il n'y avait que 35 communes où se déroulait hier un second tour. À Figeac, le PS André Mélinger est bien sûr vainqueur. À Saint-Cirque-la-Popie, le président PS du Conseil général remporte la victoire. Et à Gramat, le PS Michel Sylvestre est gagnant. Voilà, donc on peut dire un mot sur la ville de Figeac. Le candidat de Martin Malvy, quand même, il a fallu un second tour pour qu'il s'impose. Il a fallu un second tour, ça justifie mon propos de tout à l'heure concernant Martin Malvy lui-même. À un moment donné, trop de mandats tue le mandat. Et puis, vous faisiez observer la semaine dernière le déplacement de Mickaël. Oui. Et bien un déplacement réussi qui peut le conduire à présider le grand Cahors. Le grand Cahors, c'était l'enjeu. Et justement, c'est l'occasion de rappeler la conséquence très intéressante qu'il va y avoir sur les métropoles, les communautés de communes et les agglos, qu'elles vont changer de couleur politique et que c'est par là que passe le tamis des subventions. Donc c'est déterminant pour la gestion et la répartition de l'argent entre les différentes communes d'une métropole ou d'un département. On va passer à présent, Guillaume, au département du Tarn-et-Garonne avec pas de surprise à Montauban. Brigitte Barège a été réélue. En effet, sans surprise, Brigitte Barège conserve la mairie avec 51,33% des voix. Le FN aura 2 sièges au conseil municipal à Montauban. On passe à Castel-Sarrazin. À Castel-Sarrazin, le divers gauche Jean-Philippe Béziers remporte avec 63% des suffrages. Et puis la surprise... C'est un événement assez considérable à Castel-Sarrazin même. Pourquoi ? Parce que Philippe Dagen a été élu jusqu'à présent pendant environ 4 mandats et sans coup férir.
Oui. Et voilà donc Bernard Dagen qui paye également la règle que je viens de vous rappeler, à savoir trop de mandats dans le temps tue le mandat. La nouveauté, c'est à Moissac, où apparemment la droite l'a emporté et Jean-Paul Nazy en a fait les frais. Et oui, et après avoir fait beaucoup de frais autour du cloître de Moissac, puisqu'on parlait de sommes allant jusqu'à 500 000, enfin 200 ou 300 000 euros, eh bien Nazy paye finalement la division à gauche. Oui, puisque Jean-Michel Henriot a remporté 41% des suffrages, pratiquement 42%. Nazy, c'est également le mandat de trop. Et oui, c'est, on l'avait eu en direct dans l'émission Ma Ville, j'y crois. Il y croyait et hélas... Je voudrais juste rappeler pour Montauban, que vous avez évoqué il y a un instant, que le différentiel de voix au deuxième tour en 2008 était de 126 voix pour Brigitte Barège, avec un lourd contentieux électoral ensuite, et que là elle l'emporte très largement. Elle était déjà à 45 points au premier tour et elle a mené une campagne très combative, très rigoureuse, et on a eu l'impression que Garrigue n'a jamais réussi à s'impliquer dans le rythme de campagne et à mener une campagne plutôt à l'envers. J'ajoute qu'à Montèche, le député socialiste Jacques Moignard passe devant l'ancienne maire UMP avec uniquement 57 voix d'avance. Y aura-t-il un recours ? Ah, rien n'est moins sûr. Ces élections municipales marquées donc par cette vague bleue un peu partout en Midi-Pyrénées, notamment à Toulouse, où Jean-Luc Moudenc reprend le Capitole avec 52% des suffrages. Il n'y a qu'une ville qui fait exception dans cette tendance, c'est la ville de Lourdes qui rebascule donc à gauche, Olivier Sérac. Effectivement, hier soir, Josette Bourdeux a été élue première femme maire de Lourdes. Elle a récolté 49,11% des suffrages. Bien sûr, c'est un véritable événement pour Lourdes qui, pour la première fois, bascule à gauche. Alors, tout en reconnaissant la victoire de Josette Bourdeux, le maire sortant UMP Jean-Pierre Artiganave a fustigé, je cite, les 4 années de bashing qu'il a subi. Notons toutefois que l'écart entre les deux listes est de 505 voix seulement, avec un taux de participation de 69,8%. Autre détail, la liste Rassemblement Bleu Marine emmenée par Claude Haynes est en recul par rapport au premier tour. Elle ne récolte que 8,37% des voix, soit 640 votes, alors qu'au premier tour, Claude Haynes avait remporté 900 votes. Quoi qu'il en soit, la prochaine mandature sera marquée par la défense de l'hôpital public à Lourdes. En effet, l'hôpital de Tarbes pourrait bénéficier de la fermeture de certains services lourdais. C'est là l'une des problématiques des régions rurales, comment réussir à allier l'accès à la santé sans pour autant ruiner l'économie d'une ville. Toutefois, Josette Bourdeux souhaite redynamiser la fréquentation hôtelière de la cité mariale, et pour cela, la candidate PS-PRG proposait aux électeurs de favoriser des sortes de packaging incluant différentes offres pour les pèlerins et touristes. Voilà, on y reviendra sur justement... Juste un mot sur Lourdes. C'est pas la première fois que Lourdes passe à gauche, puisque Abadi a été longtemps maire de Lourdes, il était radical de gauche. Bien sûr, et voilà. Que Douste Blazy lui avait succédé en le battant. Bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'il faut interpréter, enfin, comment faut-il interpréter ce passage Artiganave qui n'a pas été suffisamment offensif, qui a mal expliqué sa Jean-Pierre Artiganave est un homme de terrain, il était dans son deuxième mandat, il a subi effectivement, comme il l'a dit, une campagne très, très dure, et il y a eu aussi une sorte de mauvais ressenti après les inondations que Lourdes a connues l'année dernière, et qui avait fait pas mal de dégâts. Les processus d'indemnisation sont longs, et peut-être que certains commerçants n'ont pas apprécié que ça n'aille pas assez vite. Toujours est-il que ça reste quand même une surprise, dans la mesure où Jean-Pierre Artiganave est un homme de terrain autant que de dossier, et là il a fait l'objet de tant d'attaques qu'il n'a pas eu la possibilité d'y répondre pleinement. On revient sur le cas précis de Toulouse, Stéphane Beaumont, avec, je le disais, l'élection de Jean-Luc Moudenc avec plus de 52% des suffrages. On a vu que Toulouse a voté plus ce week-end, 5% de plus de votants. Manifestement, ce sont les pro-Moudenc qui ont voté.
5% de plus, il faudrait voir quel est le taux d'abstention différentiel, c'est-à-dire quelle est l'abstention qui s'est portée à nouveau sur la gauche et celle qui s'est portée sur la droite. Toujours est-il que sur ces 5 points-là, je pense qu'il y a eu un peu plus de mobilisation à droite qu'à gauche et que la mobilisation plus 2 points à gauche n'a pas été suffisante pour renverser les termes de l'opinion. Et en plus, quand on voit la courbe des différents sondages effectués depuis le début janvier, il y en a eu à peu près 5. On voit que le dernier sondage était le plus proche de la réalité, puisque le dernier sondage, la veille du scrutin, donnait 50,5 à Moudinque et 49,5 à Cohen. Donc, ça veut dire qu'il y avait une bascule dans les sondages, alors que, je ne sais pas si vous vous souvenez de nos commentaires, on avait commencé à 54-46. Oui. 54 Faut-il Cohen, le rappeler, 46 oui. au mois de janvier. Et on termine à 52-48 pour Moudinque. Ça veut dire qu'il a su installer une véritable dynamique, qu'il a su s'intéresser qu'au local, tout en sachant que le citoyen téléspectateur toulousain voyait le national. Et en plus de ça, le paradoxe a été que, en décrivant le local, Pierre Cohen a fait du national. Et là, il ne pouvait rien faire contre le tsunami qui a emporté d'abord le président de la République avant d'emporter toutes les villes. Alors il faut préciser que Jean-Luc Moudinque l'a annoncé hier soir, il allait démissionner bien sûr de son statut de député dans les prochaines semaines. Et oui, on va donc avoir une jeune femme qui fut d'ailleurs mon étudiante, qui va être la nouvelle députée de Haute-Garonne, puisque sa suppléante est Laurence Auribagé. Et je crois que c'est bien de dire cela immédiatement, même si la loi y contraint. Ça veut dire qu'il va vraiment s'employer à servir d'abord Toulouse et tout Toulouse. Il faut quand même dézoomer, Stéphane Beaumont, parler de ce grand sud-ouest. On a un Alain Juppé très fort qui est en train de reconquérir l'Aquitaine avec un pied dans le Béarn, avec un allié nouveau qui est François Bayrou, qui est revenu à la maison, comme on dit. Oui, j'ajouterais à cela que sur le nouveau front qu'est en train de tisser patiemment le sage qui est devenu Alain Juppé, eh bien il y a également Jean-Luc Moudinque, puisque Alain Juppé est venu faire un saut une après-midi de campagne à Toulouse, et que j'ajouterai donc aux deux côtés de votre triangle, le triangle toulousain, et Toulouse-Bordeaux-Pau, c'est d'abord un peu le retour à l'Occitanie, le retour au périple d'Henri IV avec sa montée sur Paris, et Juppé, ancien parisien du 18e arrondissement, mais également ancien montois, puisque c'est là qu'il avait été candidat la première fois, peut-être a envie de commencer un parcours présidentiel, le seul que lui permette son âge, mais ça c'est une autre histoire. Toujours est-il que la victoire de François Bayrou non seulement lui fait du bien, non seulement le remet en selle, le remet d'autant plus en selle qu'on a l'impression que Jean-Louis Borloo a beaucoup de difficultés à recouvrer la santé après la septicémie très grave dont il a été victime. Ça fait maintenant 2 mois qu'il est à l'hôpital, et ça n'a pas entravé le succès de Bayrou, mais ça a entravé la liberté de manœuvre de Jean-Louis Borloo. On revient sur la région Midi-Pyrénées. Est-ce que Jean-Luc Moudinque peut être l'homme fort de Midi-Pyrénées, comme Maleville a été Jean-Luc Moudinque va s'occuper de Toulouse, mais de tout Toulouse, c'est-à-dire notamment de la métropole. Et si la métropole réussit à inscrire dans son périmètre une grande partie du Conseil général, du territoire couvert par le Conseil général de Haute-Garonne, à ce moment-là, ça deviendra un homme aussi fort, plus fort que le président du Conseil général actuel, et au même niveau que le président du Conseil régional. Donc sa tâche, c'est de trouver un candidat qui unisse. Alors quel sera ce candidat? Est-ce que ça sera... Je vous pose la question. Quel sera Stéphane. ce candidat? Est-ce que ça sera Philippe Bonnecarrère, qui était en embuscade sur la liste Guy Rochemey pour prendre le Grand Albi, mais également avec un œil bien fixé sur le Conseil régional de Midi-Pyrénées? Ou bien est-ce que ce sera le maire de Tarbes, élu au premier tour, Gérard Trémège,
qui avait déjà été candidat, mais il était opposé à ce moment-là à droite à Brigitte Barège. Et puis qui nous dit que Brigitte Barège n'aura pas envie non plus de regoûter au Conseil régional. Là, elle, je vous rappelle qu'elle n'a qu'un seul mandat. Elle est pour l'instant maire à nouveau de Montauban. Donc on a deux options masculines, une option féminine, mais c'est sûr que le rôle du maire de Toulouse va être déterminant. Jean-Luc Moudenc n'a pas été par hasard un collaborateur, un directeur de cabinet très proche de Dominique Baudis et de Philippe Douste-Blazy. Donc il connaît le politique de l'intérieur et de l'extérieur. Il sait mieux communiquer. Il saura peser comme il sait le faire sur les choix à venir. Les choix à venir d'autant plus importants que nous rentrons dans l'après-Malvy et dans l'après-Isard.